Ici Londres. Elle représente 13% de la population britannique, mais produit près d'un quart de l'économie nationale. C'est le centre de la politique, de la finance, des médias et de tout dans le pays. Pour certains, cela paraît un faux problème. Évidemment, être la ville la plus peuplée et la capitale d'un pays la rendrait forcément plus prospère. Regardez simplement Paris et la France, non? Eh bien, c'est vrai, évidemment, mais la domination de Londres sur le Royaume-Uni est en réalité bien plus extrême que beaucoup ne le réalisent. D'après une étude de Harvard, le Royaume-Uni est le pays riche le plus inégal régionalement au monde. Et la situation s'est aggravée avec le temps. En 1900, le produit intérieur brut par habitant à Londres dépassait la moyenne nationale de 40% contre plus de 80% en 2021. Alors comment en est-on arrivé là? Et plus important encore, comment la richesse générée peut-elle être répartie au moins un peu mieux dans les autres villes? Eh bien, pour comprendre cela, il faut remonter loin en arrière, à l'époque où Londres a commencé à prendre de l'avance, à l'époque où les Romains ont établi un comptoir commercial sur la Tamise. En 43, après Jésus-Christ, l'empereur Claude envoie environ 40 000 soldats envahir la Bretagne. Au lieu de simplement conquérir puis partir, les Romains avaient besoin d'une base d'approvisionnement permanente pour contrôler ce territoire. Ils ont finalement trouvé l'endroit idéal à un point de passage clé sur la Tamise, le point le plus en amont que les grands navires romains pouvaient atteindre, mais suffisamment étroit pour y construire un pont. En outre, sa position éloignée de la côte facilitait sa défense. En seulement 4 ans après l'invasion, les Romains avaient officiellement fondé la ville de Londinium. Contrairement à la plupart des villes romaines construites sur des sites indigènes, Londres fut une création entièrement romaine. L'établissement est vite devenu un centre militaire et commercial majeur de l'Empire. Cet avantage d'infrastructure initiale allait rester durable pour le Londres actuel. Parmi les 15 principales routes britanniques listées dans les documents romains ultérieurs, 7 partaient ou aboutissaient à Londinium. Les Romains avaient littéralement créé la base de l'expression. Tous les chemins mènent à Londres, un réseau de transport qui allait définir la géographie économique de la Grande-Bretagne pour les 2 millénaires à venir. Après le retrait des Romains de Grande-Bretagne, en 410, la plupart des villes et routes ont été abandonnées. Mais Londres a survécu comme centre commercial. Pendant la période chaotique des Anglo-Saxons, lorsque l'Angleterre était divisée en royaumes rivaux et ravagée par les raids vikings qui terrorisaient le pays, la ville est restée la plus grande ville d'Angleterre et son port le plus important. L'avenir de l'Angleterre est redevenu incertain quand les Normands, menés par Guillaume le Conquérant, ont envahi le pays en 1066. Après avoir vaincu les Anglo-Saxons à Hastings, ils ont pris une décision qui consolida la domination de Londres. Au lieu du système féodal fragmenté présent en Europe médiévale, les Normands ont instauré un royaume très centralisé. Guillaume le Conquérant a installé son siège royal à Westminster, près du centre commercial de Londres. Westminster est toujours le quartier gouvernemental du Royaume-Uni près de 1000 ans après. Lorsque l'influence normande déclina et que la période Tudor débuta vers 1500, Londres se distinguait déjà du reste de l'Angleterre. Lorsque Henri VIII s'est séparé de l'Église catholique pour annuler son premier mariage et épouser Anne Boleyn, il a saisi les vastes propriétés foncières de l'Église à travers l'Angleterre, dissolvant les monastères dotés d'immenses domaines et vendant leurs richesses. Une grande partie de cette richesse a profité aux marchands londoniens qui l'ont vite investi dans les premières grandes entreprises d'outre-mer, comme la Compagnie de Moscovie avec la Russie et la Compagnie du Levant avec l'Empire ottoman. Ce modèle de compagnie privée londonienne commerçant et s'étendant à l'étranger allait fonder l'Empire britannique. En 1600, Londres était plus de 13 fois plus grande que n'importe quelle autre ville anglaise. La scène était prête pour la révolution financière qui ferait de Londres une puissance mondiale. Un tournant majeur survint en 1694 avec la création de la Banque d'Angleterre, l'une des premières banques centrales. L'institution a donné à Londres un pouvoir financier inédit et créé des marchés de capitaux complexes uniques au monde. Lorsque la bourse de Londres a été officialisée en 1801, Londres avait construit un système financier complet, le tout concentré dans quelques rues. Alors que Londres agissait, 2 grands changements étaient déjà en marche: l'expansion de l'Empire britannique et la révolution industrielle. Alors que l'industrialisation apparaissait partout, la Grande-Bretagne y excellait particulièrement. Il y avait beaucoup d'argent à investir dans les infrastructures nécessaires, et la puissance coloniale de Londres lui permettait d'attirer les talents du monde entier. L'industrialisation a rapidement transformé des villes entières.
Manchester, au nord de l'Angleterre, s'est fait connaître par ses grandes filatures où la vapeur permettait de transformer rapidement le coton en tissu. Birmingham, dans les Midlands, s'est imposé comme atelier du monde, fabriquant des boutons, vis, machines à vapeur et pièces de chemin de fer. Sheffield, dans le nord, s'est fait connaître pour son acier et sa coutellerie de renommée mondiale. Les docks de la ville septentrionale de Liverpool sont devenus si animés que les navires devaient attendre des semaines rien que pour décharger leur cargaison. En même temps, la Grande-Bretagne bâtissait le plus grand empire de l'histoire. Il s'agit de conquérir et contrôler de vastes régions du monde. Vers 1920, à son apogée, l'Empire britannique couvrait 24% des terres et gouvernait 23% de la population mondiale. Près d'une personne sur 4 sur la planète vivait sous la domination britannique. On l'appelait l'empire sur lequel le soleil ne se couche jamais, restant le plus grand de l'histoire humaine. Il ne s'agissait pas juste de planter des drapeaux ou tracer des cartes, mais de créer de la richesse. L'Empire britannique était une vaste machine d'extraction de ressources, toute la richesse passant par un seul lieu. Londres. L'or a toujours été essentiel pour cette ville. En fait, Londres détient l'un des actifs les plus importants et stratégiques, la London Bullion Market Association. En ce moment, l'or est l'une des classes d'actifs mondiales les plus performantes. Donc je voulais vous présenter un angle très intéressant à explorer par vous-même. Selon Goldman Sachs, l'or est une opération à forte conviction. L'histoire a été faite lorsque l'or a récemment dépassé son record historique ajusté à l'inflation de 1980. La Russie et la Chine ont entre-temps développé leur propre marché de l'or indépendant. La Chine a ouvert son premier coffre-fort d'or offshore à Hong Kong, permettant à ses partenaires commerciaux disposant de soldes positifs en yuan de convertir directement en or via la bourse de l'or de Shanghai, contournant ainsi le dollar américain. Parallèlement, l'indice GDX principal, fonds négocié en bourse aurifère mondiale, a progressé de 107% en 2025 contre 13% pour le QQQ. Ces grands changements mondiaux ont fait grimper le prix de l'or et de nombreuses actions aurifères. Mon point est que le secteur de l'or a largement surperformé le secteur technologique. Et cela signifie qu'avec la récente baisse des taux et une probabilité de 79% d'une nouvelle baisse des taux en octobre, et une probabilité de 91% d'une troisième consécutive en décembre selon l'outil FedWatch, cela pourrait être le premier marché bas haussier des actions aurifères en 20 ans. Les chemins de fer ont rendu cette domination durable. Vous pourriez penser que les lignes de chemin de fer relieraient naturellement les villes industrielles de la Grande-Bretagne entre elles, mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Au lieu de cela, presque toutes les grandes lignes de chemin de fer menaient à Londres, car la construction des chemins de fer était incroyablement coûteuse et c'est Londres qui les finançait. À ce moment-là, le gouvernement était aussi très centralisé. Le Parlement, le Trésor, le Foreign Office et les principaux ministères se trouvaient à quelques kilomètres carrés les uns des autres. Au fil du XXe siècle, la domination de la Grande-Bretagne s'enracinait davantage. Pendant le Blitz de 1940, malgré les bombardements allemands, Londres renforça son prestige mondial comme centre de commandement allié et base pour les gouvernements en exil. À la fin des guerres, Londres demeura l'un des deux principaux centres financiers mondiaux, avec New York, gardant sa place malgré le déclin de l'Empire britannique. Le Royaume-Uni avait une industrie manufacturière solide issue de la révolution industrielle, mais elle a commencé à décliner dans les années 1960 et 1970. C'était une période clé où les inégalités ont commencé à exploser dans le pays. En 1971, Londres comptait pour 22% de la valeur ajoutée brute nationale et les 5 plus grandes villes régionales presque autant. Aujourd'hui, la situation a empiré. Les Midlands, le nord de l'Angleterre, l'Écosse et le Pays de Galles ont vu leurs industries traditionnelles s'effondrer. Les aciéries et les mines ont fermé, les mines de charbon ont été abandonnées et les chantiers navals sont devenus silencieux. Des gens de tout le pays se sont révoltés et ont manifesté lors de l'un des conflits internes les plus violents de l'époque moderne du pays, les grèves des mineurs. Les gouvernements de Margaret Thatcher, dans les années 1980, ont accentué ce phénomène, ces politiques axées sur la finance ayant accéléré la désindustrialisation. On l'a appelé le Big Bang, marqué par une vaste déréglementation financière en 1986. En une seule journée, Londres a abandonné des siècles de règles de négociation à l'ancienne. Au lieu que les traders se crient dessus sur le parquet de la bourse, tout est passé sur des écrans d'ordinateur.
Les banques étrangères, auparavant exclues, pouvaient désormais s'installer à Londres et concurrencer les entreprises britanniques. Et surtout, le système confortable où les courtiers pouvaient fixer les frais qu'ils voulaient a été complètement bouleversé. Soudain, ils ont dû rivaliser sur les prix. Londres est ainsi devenu moins cher et plus efficace, attirant rapidement beaucoup d'affaires internationales. Cela s'est fait au détriment de l'industrie britannique, sacrifiée pour une politique favorisant les importations de biens et matériaux étrangers. De 1979 à 1983, plus de 2 millions d'emplois industriels ont disparu. En Écosse, 21% de la main-d'œuvre a disparu en seulement 2 ans sous Thatcher. Alors que les anciennes régions industrielles luttaient contre le déclin, Londres recevait d'importantes améliorations pour soutenir sa croissance. Le Docklands Light Railway a relié le nouveau quartier financier de Canary Wharf. De nouveaux aéroports ont été construits et le réseau de transport urbain continuellement étendu pour accompagner la hausse des voyages d'affaires internationaux. Cela a continué jusqu'à aujourd'hui. En 2023-2024, les dépenses de transport à Londres atteignaient 1313 livres par personne, bien plus qu'ailleurs. On estime que le nord de l'Angleterre a perdu 140 milliards de livres en transport en 10 ans, soit le coût de 7 lignes Elizabeth. Évidemment, ça ne marche pas ainsi. Une ville de 3 millions d'habitants de plus que l'Écosse aura forcément besoin d'un système de transport plus coûteux et complexe. En termes d'investissement par personne au Royaume-Uni, des recherches ont montré que la personne moyenne reçoit 6 000 livres contre une moyenne anglaise de 3 300 livres, soit presque 50% de plus. Ils sont aussi un important contributeur fiscal net pour le reste du Royaume-Uni, versant bien plus qu'ils ne reçoivent. Mais si vous passez des décennies, voire des siècles, à investir dans une région au détriment des autres, il ne faut pas s'étonner que cette région génère beaucoup plus de revenus par habitant que toutes les autres. C'est vraiment une situation d'œuf ou de poule. Comment le reste du pays peut-il réduire l'écart ou devenir contributeur net sans investissement, surtout dans un secteur aussi crucial que les transports? Leeds est la plus grande ville d'Europe de l'Ouest sans métro. C'est fou, même le réseau de transport londonien montre ce problème de centralisation. Le métro suit un schéma radial, rendant souvent plus rapide de passer par le centre de Londres pour atteindre sa destination que de traverser latéralement la ville. Si l'on compare Londres au Royaume-Uni dans son ensemble, leur produit intérieur brut par habitant est de 64 000 livres contre 37 000 livres pour le Royaume-Uni. Aucun numéro 2 ne s'en approche, ce qui est unique. Ça peut ne pas sembler si fou que ça. En Europe, si Vienne domine l'Autriche, Budapest la Hongrie, Copenhague le Danemark, etc. Mais à l'exception de Paris et de la France, qui d'ailleurs finance beaucoup mieux les autres villes françaises, c'est généralement un phénomène qu'on observe seulement dans les petits pays, parce que c'est plus logique pour eux. En Allemagne, Berlin est la capitale politique, Munich la technologique et Francfort la financière. En Italie, division Milan-Rome, en Espagne, division Madrid-Barcelone. En dehors du continent, il y a l'Australie avec la division Melbourne-Sydney. Et ne me lancez même pas sur les États-Unis avec San Francisco, New York, Washington District de Columbia et ainsi de suite. Le fait est que Londres n'a pas ça. Il n'y a que Londres. Et en fait, ce n'est pas si courant pour des pays relativement peuplés. La domination de Londres pose aujourd'hui problème, même aux Londoniens. Les coûts du logement sont devenus totalement incontrôlables. Le loyer moyen d'un appartement de 2 chambres dans le centre de Londres peut facilement dépasser 2 500 livres par mois. Dans des villes du Nord comme Sheffield et Leeds, vous paierez nettement moins de 1 000 livres pour l'équivalent. Cela ne tient même pas compte des différences de coût de la vie. Pour de nombreux travailleurs, cela dépasse leur salaire net. Le résultat, c'est une ville où de nombreux employés du secteur public ne peuvent pas se permettre de vivre près de leur lieu de travail. Ils vivent parfois en colocation surpeuplée bien après 30 ou 40 ans. Les travailleurs essentiels qui font vivre la ville en sont exclus à cause des prix. Les inégalités régionales au Royaume-Uni figurent parmi les plus graves du monde développé. L'étude affiliée à Harvard que j'ai citée a calculé 28 mesures des inégalités économiques régionales dans les économies industrialisées. Le Royaume-Uni figure dans la moitié supérieure pour toutes les 28 mesures dans le premier quart pour 21 et est le plus inégalitaire pour 5 d'entre elles. En fait, l'écart entre Londres et le Sud-Est par rapport au reste du Royaume-Uni est maintenant plus grand que l'écart entre l'Allemagne de l'Est et de l'Ouest, ou entre le Nord et le Sud de l'Italie.
En 2022, la productivité à Londres dépassait de 26,2% la moyenne britannique, tandis qu'au pays de Galles, elle était inférieure de 17,3%, soit un écart de plus de 40% entre les régions les plus et les moins performantes. Naturellement, cela a également suscité des problèmes politiques. La création de l'Assemblée d'Irlande du Nord en 1998, du Parlement écossais et du Sénat gallois en 1999 a eu lieu parce que ces nations constitutives du Royaume-Uni estimaient que les décisions les concernant prises à Westminster ne reflétaient donc pas leurs priorités et leurs besoins. Ils voulaient plus de contrôle face à Londres, le dirigeant lointain, mais la domination de Londres n'est pas totalement incontestée. Le Brexit, la décision du Royaume-Uni en 2016 de quitter l'Union européenne, a créé de l'incertitude pour la finance londonienne. Après le Brexit en 2020, Londres a perdu certains avantages comme porte d'entrée vers l'Union européenne. Certaines banques internationales ont déplacé leurs opérations pour maintenir l'accès à leurs clients de l'Union européenne. Avec cela, certaines régions du Nord commencent à voir leur croissance augmenter. Manchester est discrètement devenue la première ville technologique numérique du Royaume-Uni, avec un écosystème de 5 milliards et plus de 10 000 entreprises numériques et technologiques. En 2022, ces entreprises ont levé un record de 532 millions de livres auprès des investisseurs. Le montant le plus élevé en dehors de Londres et du Sud-Est. La ville devrait connaître le taux de croissance de l'emploi le plus rapide du Royaume-Uni entre 2025 et 2028. Leeds connaît aussi une forte croissance, surtout dans les services financiers. La ville est devenue le centre nord de la Banque d'Angleterre et a créé des milliers d'emplois. Mais peut-être que le plus grand projet en cours a été lancé en juin 2025, lorsque la chancelière Rachel Reeves a dévoilé un investissement de 15,6 milliards dans des projets de transport en dehors de Londres, le plus important jamais réalisé de ce type. 9 grandes régions métropolitaines recevront des investissements dans les transports. 2,5 milliards pour le Grand Manchester, 2,4 pour les West Midlands, 2,1 pour le West Yorkshire, 1,5 pour le South Yorkshire. 1,6 pour Liverpool, 1,8 pour le Nord-Est, 1 pour la vallée de Tees. 2 pour les East Midlands et 800 millions pour l'ouest de l'Angleterre. Les réseaux de tramway et l'infrastructure ferroviaire seront modernisés, de nouveaux bus introduits et les quais allongés. Espérons que ce soit le début de quelque chose. Le gouvernement a déjà échoué à corriger les inégalités régionales avec la politique de nivellement, dotée de seulement 4,8 milliards de livres, ce qui était clairement insuffisant. Mais on n'en est pas arrivé là, tout était déjà un vrai désordre. Pour l'instant terrible, les preuves suggèrent que, même si certaines des villes du Nord trouvent leur propre voie vers le succès, les régions qui ont le plus besoin d'aide sont toujours laissées pour compte. Le Royaume-Uni doit maintenant déterminer si la domination de Londres, acquise en près de 2 millénaires, est trop forte pour être défiée ou si les régions défavorisées obtiendront enfin de l'aide. Londres domine depuis si longtemps qu'il est difficile d'imaginer le Royaume-Uni autrement. Merci d'avoir regardé.